des spores noires et des spores blanches. Alors, si jamais vous n'avez que des spores blanches, d'accord, ça veut dire que votre asque n'était pas encore mûr. Donc, vous laissez tomber. Ou si vous avez une majorité d'asques avec que des spores blanches, là, j'ai quelques asques avec que des spores blanches, ça ne fonctionne pas. D'accord? Mais si vous avez une majorité d'asques avec des spores blanches et noires, normalement, dans chaque asque, vous allez avoir 4 spores blanches, 4 spores noires. D'accord? Ce qui nous intéresse, nous, donc, le génotype de la cellule mère des spores, si je prends les questions, c'était un génotype diploïde qui était noir avec un allèle noir, un allèle blanc. D'accord? En fait, un allèle qui code, qu'on va appeler B, un allèle qui code, qu'on va appeler L, et chacun de ces allèles code pour la couleur du mycélium et des spores. D'accord? Donc ensuite, en fait, on va voir qu'on a différents types d'asques. On a des asques où on a 4 spores noirs, 4 spores jaunes, ou alors 4 spores jaunes, 4 spores noires, d'accord, qui sont bien côte à côte. Et on a des asques où c'est un petit peu différent. Donc et donc vous avez ces schémas à compléter. Donc je vais commencer à les compléter. Enfin, je les ai complétés pour vous sur le diaporama. Donc finalement, il y a deux schémas que vous allez pouvoir compléter. Donc le premier schéma, 4 spores noirs, 4 spores jaunes. D'accord? J'ai pris du gris, du orange parce que c'était quand même plus visible en diapo. Et puis, un deuxième cas où vous pouvez avoir 2 spores noirs, puis 2 spores blanches, puis 2 spores noires, puis 2 spores blanches. Alors, on a aussi, par exemple, 2 spores noires, 4 spores jaunes, 2 spores noires. On a tous les cas de figure. Mais en tout cas, on n'a pas 4, on a 2, 2 ou 2, 4, 2. D'accord? Et en fait, on va essayer de remonter dans l'histoire de mes spores pour savoir comment ça s'est passé pour obtenir tel ou tel asque. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce que vous pourrez aussi observer, c'est qu'on a beaucoup plus d'asques de ce type-là que d'asques de ce type-là. D'accord? Donc ça, c'est important parce que ça va permettre de voir que finalement, l'événement qui aboutit à des asques de ce type-là, on appellera ensuite asques recombinés, sont des événements qui n'ont pas lieu tout le temps, qui sont un peu plus rares. Enfin, c'est en tout cas une méiose qui sera moins courante que la méiose qui permet d'obtenir ça. Alors, si je remonte dans le temps, et je le fais pour cet asque-là, et je vous laisserai essayer de le faire pour l'asque suivant, je vous laisserai un petit moment, d'accord, pour faire vos propres dessins. Donc, sur cet asque-là, en fait, donc vous avez ici ce qui va correspondre à la méiose 1, méiose 2. Alors, j'ai vu que dans ce que j'ai écrit à chaque fois, j'ai oublié, ou très souvent, j'ai oublié mes accents. Donc, vous éviterez de les oublier, vous. Vous avez ensuite une phase S de réplication de l'ADN et une mitose. Et on aboutit à mes 8 spores. Si je regarde maintenant le génotype, et si je dessine les... En fait, là, alors je dessine simplement les chromosomes. Bien sûr on va considérer que je suis en fin de mitose ou en fin de division, en fin de méiose, etc. et que je n'ai pas encore refait le noyau, etc. Par ailleurs, le génotype de Sordaria, ce n'est pas juste N égale 1. Il y a plusieurs chromosomes, mais je ne représente que le chromosome qui porte le gène qui contrôle la couleur. Et ce gène, je l'ai figuré par un petit trait. Un trait jaune quand c'est l'allèle B, un trait noir quand c'est l'allèle N. D'accord? Donc ici, j'ai 4 chromosomes. Enfin, j'ai à chaque fois une cellule qui a un chromosome à une chromatide à la fin de la mitose, qui est un chromosome de l'ancienne lignée jaune. D'accord? Donc ici, vous avez les 4 spores jaunes qui portent le chromosome de la lignée jaune avec l'allèle J. Là, vous avez 4 cellules qui portent le chromosome qui appartenait au départ à la lignée noire avec 4 chacune le gène avec l'allèle N. D'accord? Si je remonte à la génération précédente, donc à la fin de la phase S, j'avais des chromosomes à 2 chromatides.
D'accord? Chromosome à 2 chromatides. Les 2 chromatides sont évidemment strictement identiques puisqu'elles sont issues d'une duplication. Donc, on avait avant, à la fin de la méiose, on avait ça. C'est-à-dire 4 cellules à un chromosome, enfin à N chromosomes à une chromatide. Donc, 2 cellules qui portent l'allèle N et le chromosome de l'ancienne lignée noire, 2 cellules qui portent l'allèle J et le chromosome de l'ancienne lignée noire. D'accord? Et de l'ancienne lignée jaune. Si je reprends ici, donc à la fin de la prophase 1, j'avais des chromosomes à 2 chromatides. D'accord? Et puis j'avais ma prophase 1. Alors maintenant, je vais vous demander tout seul de refaire le même schéma, mais pour ce modèle-là. Donc je vous laisse déjà reprendre ce modèle-là. Si vous voulez, je vous remonte ce schéma. D'accord? Et puis je vous laisse faire, donc je vous laisse 2-3 minutes, juste pour moi, le temps d'aller chercher une prise. Alors, Alexis, je vous réponds. Donc, le mot écrit au-dessus du A et après le point virgule. Donc, ici, d'accord? En fait, on est en prophase 1 de méiose. On a appariement des chromosomes homologues qui constituent ce qu'on appelle une tétrade. D'accord? C'est-à-dire 2 chromosomes homologues associés, 4 chromatides ensemble. Et après, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, normalement, quand vous allez remonter comme ça, hein, vers E, D, C, vous allez avoir un problème. Donc, étape E, vous positionnez simplement, les chromosomes. D'accord? Donc, grosso modo, ici, vous aurez 2 chromosomes gris, 2 chromosomes jaunes, 2 chromosomes gris, 2 chromosomes jaunes. Et vous faites vos chromosomes à 2 chromatides et vous remontez comme ça, petit à petit. Est-ce que quelqu'un a rencontré un problème quelque part? Est-ce que vous y arrivez? Oui, voilà, c'est en B qu'on a commencé. Exactement. Donc, normalement, vous en êtes ici. Et là, ça vous paraît un petit peu bizarre. D'accord? C'est-à-dire que jusqu'ici, tout va bien, on remonte facilement, et là, on a un chromosome avec 2 chromatides différentes, c'est juste pas possible. D'accord? Donc, en fait, comment on va expliquer ça? On va expliquer ça par un phénomène de recombinaison qui a lieu en prophase 1 de méiose. Donc, en prophase 1 de méiose, les 2 chromosomes homologues sont associés l'un à l'autre, l'un contre l'autre, hein, comme ça. Et en fait, ce
qui va se passer, c'est que de temps en temps, les chromatides vont se croiser. C'est ce qu'on appelle des enjambements, d'accord? C'est tellement proche que ça se croise. Et à partir du moment où les chromatides se croisent, en fait, il y a un système cellulaire qui va permettre des coupures et de couper, de recoller, et donc des échanges de chromatides, c'est ce qu'on appelle le crossing over. Donc le crossing over, c'est l'enjambement, mais les résultats du crossing over, très souvent, c'est un échange de chromatides, c'est-à-dire une recombinaison intrachromosomique. Ouais. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Alors donc ici, vous avez les deux chromosomes homologues, votre fameuse tétrade, donc ils sont ensemble, et c'est ici, là où j'ai fait la petite croix, que va avoir lieu le crossing over. Donc en gros, c'est juste un petit croisement, donc j'ai bien positionné mes gènes, et mes deux chromosomes, comme ça, ils se croisent, et à ce moment-là, ils vont échanger deux chromatides. D'accord? Et ce qui fait qu'on va avoir, et c'est le seul moment dans la vie d'un organisme que ça arrive, on va avoir des chromosomes qui n'ont pas les deux chromatides identiques, ce qui est rarissime. C'est lié à de la recombinaison intrachromosomique. D'accord? Et en fait, ça, Sordaria nous permet vraiment précisément de voir ce qui s'est passé et de revenir en arrière parce que les cellules sont alignées selon ce qui s'est déroulé au cours de la méiose. Donc, on va remonter comme ça, d'accord? Donc, avec parfois, ce qu'on va appeler des chromosomes recombinés, comme celui-ci. Celui-ci, c'est un chromosome recombiné. Pourquoi? Parce qu'une partie de son ADN vient d'un des deux parents et l'autre partie de son chromosome, de son ADN, vient de l'autre parent. Vous voyez bien que ce n'est que à la fin de la première division de méiose qu'on a des chromosomes avec des chromatides différentes. Après, c'est des chromatides. Et ensuite, les chromosomes, ils sont peut-être recombinés, mais les deux chromatides sont bien identiques. Et c'est pour ça que là, normalement, on va toujours par deux. D'accord? Quand on va avoir ici des spores. Donc, on a deux grises, deux jaunes, de grise éventuellement, ou n'importe quel, mais ça va aller toujours par deux. Alors, dans ceux qui pourront peut-être observer Sordaria, si jamais il y en a un ou deux asques où ça ne va pas par deux, c'est qu'il y a eu des phénomènes de recombinaison plus complexes, ou alors en cours de mitose. C'est rarissime, mais ça s'observe de temps en temps. Voilà. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Donc ça, c'est une chose que vous avez normalement déjà vue en terminale, mais c'est vrai que Sordaria permet de le voir. Donc si je n'ai pas de réaction, c'est que c'est bon et qu'on va pouvoir passer à la suite. Ah, si vous aviez un petit truc à compléter, donc cette analyse de monohybridisme permet de mettre en évidence, donc c'est page 4 de votre poly. Oui, je vous laisse 20 secondes. Alors, je crois que vous avez la possibilité sur si vous appuyez sur votre statut, de me demander plus lentement, plus vite. Et puis si vous êtes, vous avez des choses où vous pouvez réagir, donc n'hésitez pas à utiliser ça. Moi, normalement, je devrais vous voir. Bon, après, il y a un petit peu ça met un peu de temps à apparaître. Voilà, je vois vos réactions. Alors en fait, ça ne s'affiche pas direct, ça met un peu de temps, donc ce n'est pas toujours évident. Sinon, juste vous mettez sur le chat. Alors, je reprends le texte à trous. Voilà. Donc, cette analyse de monohybridisme permet de mettre en évidence un mécanisme à l'origine de brassage intrachromosomique, le crossing over. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc, intrachromosomique et crossing over. Mais alors, attention, et cette phrase qui suit, qui n'est pas à trous, est quand même très importante, c'est qu'on n'observe pas de véritable diversification des génomes. D'accord? Ici, on observe un seul gène. Donc, forcément, à la fin, on a des ifs jaunes et des ifs noirs. D'accord? On n'a pas de diversification. Donc, si on voulait observer une diversification, il faudrait au moins travailler avec deux gènes ayant chacun deux allèles, et on aurait cette fois-ci un cas de dihybridisme. D'accord?
Alors, vous avez ensuite un exercice, analyse de croisement en dihybridisme, page 4. Donc cet exercice, en fait, je vous laisserai le faire et je vous le corrigerai, hein, je ferai des schémas que je mettrai sur un diapo. Je vous le corrigerai prochainement. Voilà. Je vous ai pas mis le tableau que vous m'aviez demandé à remplir là du cours. J'ai pas eu le temps de le faire, mais je vous le fais très prochainement. Et puis sinon, vous me redemanderez hein, sur Discord. Donc voilà. Donc cet exercice, on le fait pas aujourd'hui. On le refera un peu plus tard. Je vois que le temps passe très vite. Donc ensuite, juste un petit mot pour vous redonner, on passe aux exercices de génétique. Je vous ai mis les... Bon, ça, on va faire rapidement. Donc vous avez les karyotypes, ça c'est rapide. Page 7. Donc karyotype normal, c'est un homme, XY. Ici, c'est aussi un karyotype humain normal, mais ce n'est pas un karyotype très habituel, c'est un karyotype de gamète. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un spermatozoïde, hein, qui a le chromosome Y, un spermatozoïde qui, s'il était fécondant, aboutirait à la naissance d'un garçon. Voilà. Alors ensuite, vous avez les karyotypes anormaux, je crois qu'on les a déjà un petit peu vus. Donc vous avez ici le syndrome de Klinefelter, un seul chromosome sexuel, X. Vous avez ici syndrome de Turner, trisomie 21. Vous avez ici donc un organisme qui est normal, XX, etc. L'anomalie, cette fois-ci, est ailleurs. En fait, elle se situe, je ne sais plus, mince, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, elle se situe au niveau des chromosomes 13 et 14. C'est-à-dire que le chromosome 14, ici, en fait, il s'est transloqué directement sur le chromosome 13. D'accord ? Donc là, l'individu n'a pas de souci. Il se porte bien, il a tous ses gènes. Par contre, dans sa descendance, il risque d'y avoir des problèmes. D'accord ? Donc, très souvent, donc là, ce n'est pas viable. Hein, si vous avez, ça peut faire une sorte de trisomie, comme une trisomie 14 ou une anosomie 14, ou, etc. Mais ce sera certainement un couple qui va avoir beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Hein, il y aura des fausses couches à répétition, etc. Ici, c'est un peu plus subtil. Ici, en fait, c'est juste une inversion. C'est-à-dire que ce morceau-là de 16, c'est juste inversé et reposé. Mais ça peut poser des problèmes parce qu'on peut avoir des gènes qui ont été touchés par cette inversion. Donc après, l'observation des karyotypes peut être vraiment très précise, très particulière. Voilà. Alors, je reviens aux exercices de génétique. Et on verra, je pense qu'on aura le temps de faire que ça et que la primaire, on verra demain. Voilà. Alors, pour les exercices de génétique, donc vous avez des notations qui doivent toujours être les mêmes. Quand vous avez un génotype, c'est entre parenthèses, le phénotype, c'est entre crochets. D'accord ? Ensuite, vous avez les gènes, par exemple, A et B, qui sont indépendants. Donc, des gènes indépendants, on les sépare par un point-virgule. D'accord ? Et quand on est sur un génotype diploïde, on fait des sortes de fractions. Alors là, moi, pour taper, j'aime pas mettre des fractions parce que c'est un peu compliqué. Et le A, grand A et le petit a, qui correspondent aux deux allèles, sont séparés par deux traits. Chacun des deux traits correspondant à chacun des deux chromosomes. Donc, un chromosome qui est grand A, un chromosome qui est petit a. Sur le premier, Clarisse me demande pour le premier karyotype anormal, donc c'était celui-ci, il n'y avait pas de chromosome Y. D'accord ? Voilà, donc ça c'est les notations. Le phénotype, donc là, c'est le caractère phénotypique. Donc là, si les allèles A et B, alors, la différence entre le génotype et le phénotype, ça c'est une très bonne question, Lucien. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes que vous possédez. Donc par exemple, si vous avez et le phénotype, c'est l'aspect que vous avez. Si vous avez des yeux marrons, par exemple, vous êtes de phénotype yeux marrons. Mais vous avez deux génotypes possibles. Vous pouvez porter un allèle qui contrôle la couleur des yeux et qui s'appelle grand M, et un allèle qui contrôle la couleur des yeux qui s'appelle B.
d'accord, pour les yeux bleus, parce que, en fait, l'allèle marron est dominant. Par contre, vous pouvez être aussi de génotype marron-marron. Donc, le génotype, ce sont vos gènes, et vous en avez deux. Le phénotype, c'est le caractère qui en résulte, d'accord? Et ça, il n'y en a qu'un seul. Et on va noter, en fait, le caractère, en général, qui est le caractère que l'on voit, d'accord? Donc, un individu qui possède des caractères grand A et grand B, donc par exemple les yeux marrons, les cheveux bruns, il sera grand A, grand B. Mais ces gènes, ce ne sera pas forcément ça. D'accord? Alors, je n'ai pas fait de notation pour les gènes liés. En fait, si vous avez des gènes liés, vous allez mettre, alors je vais essayer de l'écrire, par exemple A, point virgule B, et ensuite les deux, le chromosome, donc le chromosome sur lequel il y a AB, et ensuite petit a, point virgule, petit b. Et tout ça entre parenthèses. D'accord? Alors là, ce sont des gènes indépendants. Donc on dessine deux paires de chromosomes. Mais le phénotype, non. Le phénotype ne comprend pas les gènes dominants, il comprend le phénotype. Voilà, Axel a bien répondu. Donc, Axel, quand on a les yeux bleus, on a un génotype avec les deux allèles B et B. Et le phénotype, c'est B pour les yeux bleus. Donc, les choix de notation, très souvent, les allèles dominants sont en majuscule ou avec un petit plus à côté, les allèles récessifs en minuscule et avec un petit moins à côté. Voilà. Alors, pour vous permettre de travailler, je vous ai fait le corrigé de l'exercice 1 et je vous laisserai faire les autres exercices chez vous. D'accord? Alors, l'exercice 1, je vais répondre aux questions au fur et à mesure, donc je vais grossir un petit peu. L'exercice 1, c'est un cas de monohybridisme. On n'a qu'un seul gène. D'accord? Donc, on a deux lignées de souris, d'accord, qui sont des lignées parentales, et on vous dit que ce sont des lignées pures. D'accord? Alors, la notion de race pure ou de lignée pure, ça n'est utilisé qu'en exercice de génétique, évidemment. Parce que ça rappelle de trop mauvais souvenirs, on n'utilise pas pour autre chose. Ça va des individus donc, de race pure, ce sont des individus qui sont homozygotes. C'est la même chose, d'accord? Donc, quand j'ai des souris de race pure grises, ça veut dire qu'elles sont GG. Donc, je les ai présentées comme ça. En fait, quand vous écrivez à la main, je préfère une écriture sous forme de fraction, d'accord? Comme ici. La lignée blanche, donc on va dire que la lignée grise, c'est le parent P1. La lignée blanche, c'est le parent P2. Là, on ne cherche pas à savoir lequel est mâle et femelle. Donc, grand B, et qui va être donc de génotype BB. D'accord? Alors, les notions génotype, phénotype, vous allez justement les comprendre petit à petit sur cet exercice de génétique. D'accord? Alors, on croise ces deux parents de lignée pure, d'accord, et on obtient une première génération F1 et une deuxième génération F2. Donc là, le F2, il aurait fallu l'effacer, d'accord. Donc, ce qui est important, c'est ma génération F1. F1, alors comment je vais noter? Je vais mettre que F1 est le résultat du croisement de P1 et P2. Donc, je note F1 égale P1 fois P2, d'accord. Donc, le génotype résultant d'un croisement entre un individu homozygote grand G et grand G et un individu homozygote grand B, c'est un individu de génotype hétérozygote qui va être grand G, grand B. D'accord? Son phénotype, c'est gris. C'est grand G. J'en déduis que grand G est l'allèle dominant. D'accord? Alors, un individu homozygote, il possède deux allèles, mais deux allèles totalement identiques. D'accord? Pour répondre à Alexis. Donc, un individu homozygote possède deux allèles identiques. On est tous diploïdes. Pour chaque gène, on possède
2 allèles. C'est-à-dire on possède 2 gènes avec 2 gènes et donc forcément 2 allèles, mais ça peut être 2 allèles identiques ou 2 allèles différents. Si les 2 allèles sont identiques, si les 2 gènes sont d'allèles identiques, on est homozygote, sinon on est hétérozygote. D'accord? Alors ici, on a la notion d'allèle dominant. L'allèle dominant, c'est l'allèle qui s'exprime, c'est l'allèle qui va donner le phénotype. D'accord? Et puis quand je croise ensuite les individus F1 entre eux, donc j'ai une F2 qui est égale à F1 par F1, d'accord? J'obtiens 75% d'individus gris, de phénotype gris. Donc le phénotype, c'est ce à quoi j'ai accès. Le problème, c'est que si j'ai le phénotype, je n'ai pas forcément le génotype. Et j'ai 25 individus de phénotype grand B. D'accord? Première question, expliquer pourquoi il n'est pas possible de déterminer le génotype de la souris grise avant d'avoir les résultats du croisement. Donc avant, je fais la question 1, excusez-moi, c'est interpréter les résultats de ces croisements. La couleur du pelage est-elle contrôlée par un seul gène? Donc là, on a, je ne vous ai pas fait l'échiquier de croisement pour montrer que la couleur du pelage est contrôlée par un seul gène. Donc vous ferez l'échiquier de croisement, je vais vous montrer à quoi ça correspond. D'accord? En tout cas, voilà les croisements qu'on a. Et on va essayer de comprendre, on essaiera, donc en faisant un échiquier, de comprendre pourquoi on a 75% de gris, 25% de B, de blanc. En fait, ça, c'est des résultats qui montrent qu'effectivement, le phénotype est bien contrôlé par un seul gène. En fait, je vous ai pris, par exemple, la couleur des yeux. En fait, la couleur des yeux n'est pas contrôlée par un seul gène. Ce qui fait que vous pouvez avoir des parents aux yeux marrons, avoir, vous, des yeux qui ne sont pas marrons, qui vont être bleus, bleu-vert, etc., sans que pour autant, ça démontre que vos parents ne sont pas vos parents, d'accord? C'est simplement qu'on a plusieurs gènes qui contrôlent la couleur des yeux, et donc c'est pas aussi simple que ça. En général, des parents aux yeux marrons vont avoir des enfants aux yeux marrons, mais c'est pas toujours le cas à 100%. D'accord? Parce qu'il peut y avoir d'autres allèles qui interviennent dans la couleur des yeux et qui vont donc aboutir par croisement à des couleurs d'yeux assez variées. Voilà. Donc ici, en tout cas, quand on obtient ce résultat 75-25, et je vous ferai l'échiquier un peu plus tard, c'est bien qu'on a un contrôle par un seul gène. OK? Donc vous ferez l'échiquier, je vais vous montrer maintenant avec les questions suivantes comment on obtient cet échiquier. Donc ensuite, on prend une des souris grises ici. Donc sur mes 75% de souris grises, j'en prends une. D'accord? Le problème, c'est que j'ai son phénotype, mais je ne connais pas son génotype. Parce qu'un individu qui a un phénotype dominant, je ne connais pas son génotype. Je ne peux pas le savoir. Pourquoi? Parce que 2 génotypes sont possibles. D'accord? Vous n'oublierez pas les accents aigus sur phénotype et génotype. Vous ne faites pas comme moi. Donc, les 2 génotypes possibles, c'est soit grand G, soit grand G, grand B. D'accord? Et donc, pour connaître le phénotype, je vais faire ce qu'on appelle un croisement test ou test cross. Donc ça, c'est des choses que vous avez faites normalement en terminale. Le croisement test, c'est que je vais prendre des souris grises dont je ne connais pas le génotype, que je vais croiser avec le parent, en tout cas des souris de génotype récessif. Donc, je vais appeler P2. Alors, bien sûr, là, on croise les parents avec les enfants, mais chez les souris, visiblement, ça se fait. Alors, donc ici, ma souris grise, je ne connais pas son génotype. Ma souris blanche, je connais son génotype. D'accord? Quels sont les gamètes produits? Donc, question 3, indiquer le génotype des gamètes produits par la souris blanche. Donc, la souris blanche, comme elle est homozygote pour l'allèle B. Alors, la souris grise, on teste là avec le croisement test, c'est une souris grise F1. Donc, c'est la souris grise qu'on avait... Ah, pardon. Non, vous avez raison. C'est la souris grise F2. Pardon. Ici, c'est une souris grise F2. Donc, c'est F2 qu'il fallait dire. OK? Pas F1. Donc, c'est une bonne question, Marine. Donc, c'est une souris grise F2.
c'est vrai que souvent, les croisements test, c'est F1 fois P2. Donc, c'est pour ça. Mais là, c'est du F2 fois P2. D'accord? Donc, la souris blanche, si je reprends le génotype, donc elle a forcément un génotype B. D'accord? Et donc, on va noter le génotype comme ça. C'est un génotype haploïde, hein, puisqu'on est sur les gamètes. Donc, pour noter un génotype haploïde, on fait de cette façon. D'accord? On met le B et la petite barre en dessous. Donc, il y a un seul chromosome qui porte le gène B. D'accord? Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les gamètes de la souris grise. Si elle est homozygote G, elle ne fait que des gamètes G. Si elle est hétérozygote, elle fait un gamète, la moitié de ses gamètes G et la moitié de ses gamètes P. Et donc, d'après les résultats de croisement indiqués le génotype de la souris grise croisée, donc le résultat du croisement, c'est la petite figure que vous avez ici. Oups, ah non, j'ai pas mis sur votre document page 5. Donc, c'est une souris grise F2, donc pas F1 comme c'est marqué aussi sur votre document, qu'on croise avec la souris blanche. Et on obtient 50% de souris grises, 50% de souris blanches. Et donc ça ne peut s'expliquer que par le fait qu'il y avait un allèle blanc chez ma souris grise à l'origine du croisement. D'accord? Donc, je vais faire un échiquier de croisement. Qu'est-ce que c'est qu'un échiquier de croisement? C'est un tableau. La première ligne et la première colonne correspondent aux différents types de gamètes. Donc, première ligne, c'est les gamètes de mes souris blanches. Elle ne fait qu'un seul type de gamètes qui sont B. Ma première colonne, c'est les gamètes possibles de ma souris grise. Là, je fais l'hypothèse que ma souris grise est hétérozygote. Donc, elle peut faire deux types d'allèles. Un allèle avec le chromosome qui porte le gène, enfin l'allèle B, et, un gamète avec le chromosome qui porte l'allèle B, un gamète avec le chromosome qui porte l'allèle gris. D'accord? Et donc, le résultat du croisement, je le note ici, toujours avec mes fractions. Et je sais que j'ai 50% de chacun de ces gamètes et j'ai 50% de chacun de ces phénotypes. D'accord? Et donc, pour avoir des souris blanches dans la descendance, il est nécessaire que la souris de phénotype, alors j'ai écrit un petit phi pour phénotype, hein, c'est souvent comme ça que je l'écris en abrégé, de phénotype gris, possède un allèle récessif B. La souris grise était donc de génotype grand G, grand B. Elle était hétérozygote. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tous? Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, je vous laisserai regarder l'exercice 2. D'accord? Je vais préparer un corrigé un petit peu comme ici. Je finirai aussi la correction de l'exercice 1. Donc ça, je vais le faire dans la matinée. D'accord? Et puis, je vois qu'il nous reste je vais vous prendre juste 2-3 minutes pour vous présenter la prime verte. D'accord? Pas longtemps du tout. Et puis, vous regarderez. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des primes verts accessibles. Et puis, moi, je vous photographierai la mienne. Voilà. Alors, je vais commencer par ça. Donc, ces photos sont issues d'un site de l'ENS, hein, qui avait été, donc c'est les photos de David Busty, qui était à un moment responsable de la partie biologie végétale de la préparation à l'agrégation de l'ENS de Lyon. Voilà. Alors, je vous donnerai les liens de son site qui présente les primes verts. Donc, ça, c'est un type de prime vert. Vous avez d'autres types de primes verts, hein, comme celle-ci, d'accord? Et vous avez également celle que j'ai ici, que je vous montre à l'écran. D'accord? Ah, j'ai enlevé le diapo. Donc, ce qui est intéressant dans ces primes verts, c'est qu'en fait, vous avez à chaque fois deux types de fleurs. Et donc, je suis obligée d'avancer. Attendez. Vous avez des fleurs qui ont un style, donc je vais montrer ici, d'accord? Donc ça, c'est les primes verts les plus courantes.
mais ce n'est pas forcément celle que vous avez à disposition. Vous pouvez prendre les primes verts du commerce, ça marche très très bien. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va observer? Vous avez ici les étamines qui sont toutes hautes, d'accord, en coupe transversale de la fleur, et le pistil qui est bas, avec ici le pistil qui ne monte que jusque-là. D'accord. Donc ça, c'est une fleur dont elle a un petit style, et le stigmate est ici à l'intérieur de la fleur. Donc, vous avez ici une fleur dont on dit qu'elle est brévistylée, petit style, étamine haute. Et puis ici, vous avez une autre fleur, donc je vous redonne l'ensemble du pistil. Donc ici l'ovaire, le style, le stigmate. Vous voyez que le style est très long et le stigmate est très haut. Il est au-dessus des étamines. Donc ça, ce sont des fleurs longistylées. D'accord? Donc voilà différents types de primes verts que vous pouvez avoir à disposition. Et ce qui va être intéressant, c'est que le pollen des fleurs brévistylées est un gros pollen qui n'arrive pas ici à se positionner et à germer sur le stigmate. Et ici, le pollen des fleurs longistylées est un pollen tout petit, d'accord? Donc qui a priori pourrait aller sur le stigmate. Et ici, le stigmate, en tout cas des fleurs longistylées, lui, il accepte parfaitement un gros pollen. Voilà. Donc on a des structures qui font que les croisements au sein d'un même individu, donc au sein d'un individu hermaphrodite, à la fois mâle et femelle, eh bien, il ne peut pas se faire. D'accord? Ici, il ne peut pas se faire parce que le pollen qui tomberait sur le stigmate n'arrivera pas à germer. Ici, ça ne se fera pas parce que le pollen, il n'arrive pas à tomber sur le stigmate. Donc la pollinisation, elle se fait par des insectes qui vont transporter ce pollen, mais ce pollen-là, il ne tombe pas sur le stigmate. On verra qu'il y a d'autres mécanismes génétiques ensuite qui empêchent ce qu'on va appeler l'autopollinisation ou l'autofécondation. Je vais vous laisser avec ça, d'accord, parce que je vois que l'heure passe et que vous avez dans une demi-heure un cours de maths. Il faut que vous ayez le temps de reprendre 2-3 notes, de digérer tout ça. Demain en cours, donc je reprendrai la suite du cours. Si vous voulez, je reprendrai un petit peu la méiose. Sur cette partie méiose, n'hésitez pas à mettre ce dont vous avez le plus besoin sur Discord, d'accord? Et puis s'il y a des films dont vous auriez besoin, donc je vais essayer aussi de faire les films sur les cycles de développement pour que vous les ayez pour les 3 cycles de développement d'ici ce soir. Et on regarde également pour que les films puissent être lus. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne suite de journée et puis à très bientôt. Au revoir.